On aura donc quoi? On a donc une complémentarité entre le réseau de transport, une complémentarité entre le réseau de bus, de tram, de métro et de train, avec des gares où on peut, donc, et voire fluviales, pour Stockholm, avec des gares où on peut passer d'un mode à l'autre avec la même carte, la même carte de transport, donc l'unification tarifaire étant extrêmement importante. Voilà, donc vous voyez bien que le plan général d'urbanisme et d'aménagement du territoire de gauche, j'ai mis le réseau de transport à droite. Vous voyez comment les deux se collent mutuellement les uns aux autres. Et comme on va passer à l'autre articulation, qui est l'articulation entre structuration des pôles urbains et espaces verts, vous pouvez remarquer que toute la zone verte est préservée autour de la ville-centre, entre les pôles. Élément extrêmement important d'une ville durable. Pareil pour Copenhague, donc le même principe. Donc là, cette fois, puisqu'il y a la mer complètement à droite, donc on étend finalement, il y a eu le cœur d'agglomération qui est resté ici, Copenhague, et on étend, on crée des axes structurants de diffusion de la ville, vous voyez, et on prolonge les axes de transport, et on prolonge ces axes de transport, et dans chacun de ces axes de transport, on fait des nœuds, comme ça, des nœuds d'urbanisation, et à chaque fois, entre chaque nœud d'urbanisation, il y a un espace vert. Autre technique, c'est la troisième façon pour tirer la ville durable. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait un partage sur ces techniques, c'est des façons de faire qui sont importantes, que la recherche a bien signalé, mais que permet donc l'analyse comparative à l'échelle internationale. Donc, effectivement, un des critères extrêmement importants de la ville durable, c'est l'articulation entre forme urbaine, transport et environnement, avec, on l'a vu, donc maintenant, l'enjeu à l'heure actuelle, c'est que ces acquis de la ville durable puissent être conciliés avec des enjeux d'efficacité énergétique et des enjeux d'adaptation au changement climatique. Donc on va voir à présent comment on fait. Donc ça, je vous l'ai dit, donc je passe. Alors, un des soucis, c'est, et un des points faibles, là je vous ai montré un peu les points positifs. Maintenant, je vais vous montrer les points faibles. Alors, un des points faibles, on l'a vu, c'est que toutes les métropoles ont des effets d'attractivité internationale. Le problème, c'est que ces effets d'attractivité font qu'il y a des capitaux qui investissent pour le rachat de l'immobilier dans ces villes, dans ces métropoles. Ce qui chasse les populations pauvres des centres urbains. Nous avons donc un problème dans toutes les métropoles qui est de comment interagir pour pouvoir garder ces populations les plus défavorisées en centre-ville. Donc l'autre problème, c'est que, auquel ont été confrontées, y compris toutes les métropoles, c'est que finalement, les métropoles européennes et les villes moyennes aussi ont connu une croissance importante. Et du coup, les politiques publiques, finalement, si je peux me permettre une image, ont couru après la croissance urbaine. Les politiques publiques ont essayé de suivre le mouvement, mais elles étaient toujours en retard, comme on dit chez nous à Paris, d'un métro. Vous voyez? Parce que le temps de mettre en place des incitations, des mesures dissuasives, le temps de changer les règlements, de changer les lois. Par exemple, il y a eu une loi solaire à Barcelone, il y a eu une loi sur la mobilité durable, mais ça y est, la diffusion urbaine était déjà faite. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Il faut bien vous rendre compte que c'est step by step. Pour la ville durable, je vous ai dit, ça se construit par paliers, mais en même temps, il y a aussi des difficultés pour les collectivités. Donc, la difficulté a été celle-ci. C'est que finalement, on a eu un accroissement très important de ces grandes agglomérations, mais qui a généré des inégalités. Puisqu'on a eu, vous l'avez vu, des déplacements automobiles aussi qui se sont accrus, y compris lorsqu'ils ont été compensés par les transports collectifs, mais qu'on a eu quand même une certaine, on va dire, spécialisation sociale des quartiers, et on a eu aussi des inégalités environnementales qui sont apparues, qui ont été liées au fait que les distances parcourues par chaque individu ont eu tendance quand même à augmenter, même si le temps n'a pas augmenté, mais les distances ont augmenté.
de déplacement entre les pôles d'habitation et les pôles d'emploi, y compris à Paris, hein, je vous rassure. Parce que pour des questions, par exemple, vous voyez à Paris, pour bien vous faire comprendre, il y a des gens qui travaillent à la Défense, mais qui vont, c'est à l'ouest de Paris, le grand pôle économique, mais qui vont aller vivre à l'est, juste avant Marne-la-Vallée, parce que c'est beaucoup moins cher et c'est directement sur la ligne de RER A. Donc ils vivent à l'est et ils travaillent à l'ouest. Vous voyez? Et donc ça fait des distances extrêmement importantes. Alors quand on peut parcourir en transport collectif pour les cadres, tant mieux, mais quand les emplois ouvriers se délocalisent dans un pays urbain éloigné des transports collectifs, c'est beaucoup plus difficile pour les ouvriers. Vous voyez, il y a aussi... Donc ça crée des inégalités de ce genre-là, entre catégories sociales. Et du coup, ça crée des inégalités face à la mobilité et des inégalités face à l'accès à l'habitation. Et ça, c'est très complexe. Et en plus, ces inégalités, face, dirons-nous, à l'accès aux équipements, à l'habitation et à la mobilité, et les inégalités après face à la qualité du cadre de vie, ben, elles se conjuguent. C'est-à-dire que ben, si vous êtes plutôt défavorisé, vous allez accéder à un habitat qui n'est pas très bien situé ou soumis à des expositions environnementales et qui va donc être moins cher ou qui va être en zone inondable et qui donc va être moins cher dans le cadre du changement climatique. Et un des grands enjeux des villes par rapport à l'adaptation au changement climatique, c'est un enjeu de justice environnementale. Et c'est pourquoi les jeunes qui font les marches pour le climat, etc., ces aspects de justice et de justice climatique sont extrêmement importants. Parce que ce n'est pas ceux qui ont le plus, on va dire, comment dire, émis de gaz à effet de serre qui vont souffrir le plus. Et en plus, dans les villes, y compris européennes, ce sont les pauvres qui risquent d'en subir le plus les conséquences. Donc ça, c'est un enjeu qui mêle, vous voyez, les conditions écologiques hein, qui changent avec les conditions, dirons-nous, sociales qui changent et qui devient des défis à la ville durable. Donc ça, je vous avais, mais on n'a pas tout à fait le temps, sinon je vais empiéter sur, voilà, sur le temps qui passe. C'était pour, bon, très rapidement, on avait fait donc cette expertise pour le Grand Lyon, et on voit très bien que ça c'est toute l'agglomération du Grand Lyon, avec toutes les communes, et on voit très bien que les zones où les populations les plus défavorisées habitent, eh ben, sont celles les moins couvertes en transport collectif, parce que c'est là où l'habitat est le moins cher, et donc les pauvres utilisent les voitures diesel et roulent en voiture, et donc peuvent être amenés à être dépendants de l'automobile et à être dépendants de ces coûts de mobilité, ce qui a créé certains problèmes, comme vous l'avez su ces dernières années, lorsqu'on a voulu mettre en place la taxe carbone en France. Donc on avait fait une expertise entre les émissions de CO2, etc. Et on voyait très bien, vous voyez en haut c'est la diffusion de la pérennisation, ce qui est rouge ben, c'est les zones en croissance urbaine. Hein, donc, il y a des mesures qui sont prises. Voilà. Donc à cette approche, il faut bien le voir, on l'a vu, spatiale et fonctionnelle que je vous ai décrite de la ville durable, c'est ajouté avec le changement climatique une approche qu'on appelle plus systémique. Du local au global et du global au local. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que par nos pratiques de déplacement, par nos manières d'habiter, on va avoir un impact sur l'accélération du changement climatique. On va émettre, on le verra tout à l'heure, des émissions de CO2 avec nos voitures. On va, le type d'agriculture va aussi émettre du méthane et des polluants dans l'air, etc., etc. Et du coup, aussi, pourquoi du global vers le local? Parce que le changement climatique lui-même va se traduire de façon différente sur chacune des régions du monde. Dans certaines régions, on va avoir plus de sécheresse, mais aussi plus de pluies diluviennes et d'inondations subites, tout d'un coup. Dans d'autres, on va avoir des ouragans, comme aux États-Unis, etc. Donc les impacts du changement climatique varient selon les régions du monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc cette interaction entre, sans arrêt, vous voyez, le local et le global, et qu'il faut bien prendre en compte cet aspect-là dans la manière dont les villes durables peuvent s'adapter au changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos collectivités, vos municipalités, elles peuvent faire quelque chose. Mais vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Il faut que vous réfléchissiez à votre contribution, à ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce qui vous est possible compte tenu de vos contraintes? On ne vous demande pas évidemment de changer vos pratiques du tout au tout. Mais chaque citoyen peut aussi contribuer
à l'adaptation au changement climatique et peut aussi contribuer donc par l'agriculture urbaine, par ses déchets, le trier ses déchets, par des pratiques de mobilité dans la mesure du possible qu'on appelle plus sobre. Donc c'est ça qui est l'enjeu aussi. Ça veut dire que l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, on va le voir, c'est l'enjeu pour les collectivités, mais c'est l'enjeu pour les citoyens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une occasion pour redéfinir les interactions entre les citoyens et leur collectivité, leur mairie et leur gouvernement régional, dans les cas où il y en a. Donc c'est aussi une opportunité, vous comprenez? Ce n'est pas. Donc là je vais aller assez vite, c'était le système urbain qui peut le liaison. Ok, donc se pose donc la question, on l'a vu, hein, donc je passe à ma seconde partie, des villes durables face à l'énergie et au climat. Donc on l'a vu, il s'agit de ne pas uniquement mettre l'accent sur l'atténuation, qui est la baisse des émissions de CO2, mais sur l'adaptation. Parce que le changement climatique, c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. Hein. Donc on l'a vu, pour se préparer pour 2030 ou pour 2025, c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc à partir de là, il faut commencer à essayer de diminuer les consommations d'énergie, et que quand je dis ça, c'est pas une diminution punitive, d'accord? Il y a des méthodes, on va le voir, pour que la consommation d'énergie puisse être partagée entre tous les membres de la communauté régionale, de la collectivité. Donc se pose la question aussi de savoir comment on peut faire évoluer nos modes d'habiter, donc comment lier habitat et climat, et comment introduire ces questions d'énergie et de climat dans la planification qu'on avait vue et dans la construction de la ville durable. Je vais vous donner quelques ingrédients. Donc, on a commencé dans une première phase en France, dans les années 2010, par faire comme cela. C'est-à-dire, vous voyez, on a créé des plans climat, des agendas 21, et on a mis en compatibilité ces plans climat et ces agendas 21 avec ce qu'on vous a montré. La stratégie territoriale, les continuités écologiques, les polarités urbaines, les transports collectifs, et on a décliné à l'échelle des écoquartiers avec nos fameux 500 écoquartiers en France. Mais on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi donc revoir la planification urbaine par rapport aux questions de biodiversité et de services rendus par la nature, et identifier quel est le fonctionnement des écosystèmes, comment fonctionnent les écosystèmes locaux, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont les vulnérabilités qu'ils génèrent, comment les soutenir et comment ces écosystèmes locaux peuvent rendre des services, y compris aux villes. Donc là, c'est un point extrêmement important d'analyse et aussi de contribution citoyenne à ces écosystèmes. Et aussi, bon, je vais assez vite puisque on l'a vu, donc la question maintenant, c'est de savoir, d'identifier finalement comment réduire les consommations énergétiques et comment produire d'autres énergies que les énergies, comment consommer et produire d'autres énergies que les énergies fossiles, donc notamment les énergies renouvelables, et comment faire pour ce faire. Donc là, vous voyez, j'ai fait faire à mes étudiants de l'école des Ponts une identification de quelle est la consommation finale d'énergie. Donc, par exemple, sur un territoire, puisqu'on applique avec les étudiants sur le territoire de Nice. Donc, après, j'ai demandé, parce qu'on analyse beaucoup plus, la demande finale. Avant, on travaillait en énergie sur qui produit l'énergie que nous consommons, les habitants. Et puis maintenant, on dit, mais quels sont les usages que nous, habitants, on génère et qui appellent une production d'énergie fossile? Et moi, j'étais très étonnée quand on a fait ce diagnostic. Ça veut dire quoi? Là, vous avez la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité liée à sa demande finale d'énergie. Je vais vous commenter très rapidement. Là, vous voyez, à ce moment-là, donc si je le retrouve, c'est l'agriculture. 11% de GES, l'agriculture. Qui l'eût cru comme on... Ah non, pardon, excusez-moi, là c'est le tertiaire et le résidentiel. Donc c'est 26% pour le bâtiment. Hein, pour ce qui est Nice... l'alimentation, 26% de GES. La manière dont vous mangez émet 26% de GES. Ça veut dire que là, vous pensez bien, la manière dont on mange,
comprenez l'impact que ça a sur le changement climatique? Donc là, c'est normal, c'est le transport, 36. Et là, on est dans le sud de la France. Et malheureusement, vous pouvez regarder, finalement, vous voyez que lorsqu'on regarde sur, là, c'est les produits pétroliers, et on consomme encore 50% de produits pétroliers dans l'ensemble des énergies consommées. Donc, vous voyez les marges de manœuvre. Hein, ça veut dire, parce qu'on est... D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà réfléchir, non pas uniquement en termes de ceux qui produisent et fournissent l'énergie, mais quels sont les secteurs qui la consomment. Il faut donc réfléchir, changer nos façons de se représenter la place de l'énergie dans nos sociétés. Qu'est-ce qui, dans nos sociétés, consomme de l'énergie fossile? Le plastique, les produits immobiliers, voilà, tous les équipements que vous utilisez, etc. Donc ça, c'est très important, les déchets, le cycle des déchets, le cycle de l'eau. Donc il faut revoir finalement tous ces aspects pour pouvoir avancer sur, dirons-nous, et évidemment, je ne reviens pas sur l'énergie solaire, etc. Hein, mais, voilà. Donc ça, et quand on fait ce diagnostic, on se rend compte que c'est tous ces acteurs-là. Il y a des acteurs extrêmement importants qui sont liés à l'énergie. Vous voyez? Donc c'est à la fois les commerçants, l'agriculture, les entreprises locales, les entreprises de déchets. Voilà, on a fait un mapping des acteurs. Et donc ça vous permet donc l'enjeu, c'est comment les collectivités peuvent organiser ce système d'acteurs pour aboutir à une baisse de la consommation énergétique et une substitution énergétique des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et là, je vous ai pris donc le nouveau schéma directeur du Grand Lyon avec lequel on a coopéré. Et donc là, c'est une métropole sobre en carbone. Et c'est sobre, et donc c'est tout l'ensemble des acteurs qui proposent des actions pour obtenir. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a toute la marguerite des acteurs qui s'organisent autour du Grand Lyon. Et c'est ça les enjeux. Finalement, l'enjeu du changement climatique et de la diminution des consommations énergétiques et de la diminution des gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique, c'est un enjeu, comme on dit dans notre jargon de chercheurs, de gouvernance des acteurs, de forme de coopération entre acteurs. Et c'est ça qui est important pour les collectivités et municipalités organisées. Donc là, c'est tous les acteurs qui sont associés à la ville perméable et végétale. Bien évidemment, le Grand Lyon essaye de faire une ville perméable et végétale. Je vais aller très vite, donc je suis obligée d'aller extrêmement vite. Et donc, en France, on a créé des territoires à énergie positive. C'est aussi tout l'ensemble des acteurs qui sont associés à ces territoires à énergie positive, mais qui sont à la fois solidaires et qui travaillent à l'adaptation au changement climatique. Donc, je suis obligée. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien ces aspects de biodiversité qui permettent d'avoir tous ces effets. Donc, réduit les îlots de chaleur, donc régule le CO2, l'infiltration de l'eau. Dernier exemple, parce que j'aime bien les exemples, je trouve ça assez pédagogique, on a appliqué cette grille-là donc à l'écoquartier des Batignolles, qui est un grand écoquartier parisien, on nous a demandé de le faire. Et donc, au départ, on était sur un état initial en 2005 avec très peu d'espace vert, 2017 donc avec 13% d'espace vert, et l'état final, donc 2020, 28% d'espace vert. Et voilà, avec le Muséum d'histoire naturelle et nos écologues, on a fait la modélisation. Et voilà ce à quoi on est obtenu, c'est-à-dire au départ l'état initial, et uniquement avec ce parc de 40 hectares, on arrive à un stockage du carbone qui a plus de quadruplé, à une réduction de la température, à une infiltration de l'eau, à une réduction du bruit et à une purification de l'air. Donc c'est pourquoi la végétalisation des villes est extrêmement importante et qu'elle améliore à la fois l'émission de CO2, elle temporise le climat, elle diminue les îlots de chaleur et elle est meilleure pour la santé. Je suis désolée, je ne peux pas aller plus loin sans perturber les orateurs prochains. Je vous remercie de votre attention. Bien à vous. Merci beaucoup, Madame Lègle. Et donc, j'appelle maintenant Raoul Moura, qui va nous parler d'habitat accessible. Boa tarde. Cabe a mim agora fazer a última apresentação. Vou tocar em aspectos que já foram tocados por outros oradores.
mas no caso específico da renda acessível em Lisboa, aproveito de fazer aqui uma à parte. Vou falar do programa de renda acessível da Câmara Municipal de Lisboa, que nada tem a ver com o programa de arrendamento acessível do Governo. Pronto, só para ver uma distinção clara nesse aspecto. A estratégia... O programa, a estratégia de habitação, quer social, quer acessível, da Câmara de Lisboa, procura melhorar as condições de vida das suas populações e está inserido num quadro de direito de acesso à habitação que promove não só a retenção de famílias na cidade de Lisboa, como atrair novas famílias, precisamente para contrariar o processo de desurbanização e de saída da cidade de Lisboa por causa do preço das casas. Por isso, o programa Renda Acessível vem no sentido de promover a construção de habitação de qualidade para as classes médias que procuram casa em Lisboa e que neste momento têm grandes dificuldades em fazê-lo. Como sabem, Lisboa tem beneficiado de um crescimento económico graças a investimentos estrangeiros, mas não sem os seus contrariedades e disfunções que têm, por exemplo, se manifestam no aumento do custo da habitação. Em alguns casos, em algumas freguesias, aumentou em 2 anos em mais de 50%, o que é muito complicado para as famílias, sobretudo quando sabemos, por estudos do INE e nossos, que 80% da população, das famílias na área metropolitana de Lisboa, não têm acesso aos preços do mercado de arrendamento livre. Isto é, a taxa de esforço a qual seriam obrigados, ou estão agora obrigadas a suportar para poderem viver em Lisboa, é superior aos 30%, e logo é um esforço demasiado importante e exclui muitas destas famílias do acesso à habitação em Lisboa, que se vêm obrigadas a sair de Lisboa. Como todos nós sabemos, não é nada de novo do que eu estou a dizer agora. Mas para quem é que se destina este programa de renda acessível da Câmara de Lisboa? Destina-se àquelas famílias que têm um rendimento acima do salário mínimo nacional, mas que tem um plafond, tem um teto, quer para as famílias unipessoais, ou seja, de uma só pessoa, nos 35 mil euros anuais e nos 45 mil euros no caso das famílias de 2 pessoas com rendimento. Isto leva a que, e aí é que é a grande diferença com o programa de arrendamento acessível, o programa de renda acessível de Lisboa tem estas balizas para as rendas acessíveis. Por exemplo, no caso de um T2, uma casa com 2 quartos, que pode levar entre 2 a 4 pessoas, terá uma renda em função do vencimento e do rendimento disponível dessa família, que pode variar entre os 150 e os 600 euros, em função, como dizia, do rendimento total disponível da família. Isto porque observa, e é uma regra de ouro, não pode, o dinheiro que vai para pagar a renda não deve ser superior a 30% do rendimento disponível, ou seja, pagas as obrigações principais, é o rendimento que resta para a família para poder suportar os encargos do resto do mês. Por isso, o objetivo da cidade é construir 6 mil fogos nos próximos anos, mas isto obriga a um esforço de capital e técnico que a Câmara não tem neste momento, não pode suportar este encargo, e por isso uma das maneiras que está a fazer é recorrer ao setor privado, não exclusivamente, mas também, e é desse trabalho do Grupo de Trabalho da Renda Acessível da Câmara de Lisboa que eu vou falar nestes próximos slides. O esforço do setor privado vai no sentido de financiar na totalidade estas operações, de fazer os projetos, de construir e depois de fazer a exploração como senhorio destas habitações de arrendamento acessível. O papel da Câmara aqui é não só de garante da qualidade e da
pertinência dos projetos que são apresentados, mas também o de, em direito de superfície, dar os terrenos à concessão, que depois retorna à Câmara com os edifícios construídos ao fim de um período de concessão, varia entre 30 e mais anos, consoante o tipo de operação e consoante o tipo de equação financeira, digamos assim, que é proposta. E é um dos elementos que vai ao concurso. Por isso, aqui explicando, alargando, mas não muito, sobre o papel de cada um na Câmara, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, para além, como já disse, de lançar os concursos internacionais de concessão para financiamento de construção, projeto de construção e exploração, e depois manutenção e conservação desses imóveis, e de dar, isto é, prestar quase em direito de superfície, os territórios, os terrenos onde vão ser construídas essas habitações, é também o de, claramente, ter um papel de garante da qualidade e dos princípios e dos níveis de qualidade que são mantidos, que se pretende manter para estas habitações. Aprendemos muito com erros do passado e procuramos, através, nomeadamente, de dias como este, aprender novas soluções e novas maneiras de trabalhar. E acho que temos feito um excelente trabalho, estamos também a ensinar muita coisa aos nossos parceiros europeus, nomeadamente hoje os nossos colegas franceses, o que é muito bom percebermos disso. Também para ficar já claro como é que é feita a escolha dos candidatos, das pessoas que se candidatam à renda acessível, é um sorteio aleatório, não há maningâncias, é um sorteio aleatório público, as pessoas que se candidatam depois são sorteadas e são atribuídas as casas em função, como disse, do agregado familiar e do vencimento desse agregado familiar. Ao concessionário caber-lhe-á a obrigação de fazer um projeto que obedece aos critérios do caderno de encargos, fixa uma série de critérios, nomeadamente de sustentabilidade, como vou falar mais à frente. Cabe-lhe a ele depois construir, segundo o projeto de licenciamento que foi aprovado pela Câmara. Cabe-lhe a ele financiar a totalidade da operação. Cabe-lhe a ele ser depois o senhorio dos futuros arrendatários que vão ocupar esses imóveis. E cabe-lhe a ele fazer a gestão e depois a conservação desses mesmos imóveis. Aqui uma parte, o número de casas que estão em arrendamento acessível em cada operação, pode variar de um edifício a vários edifícios, pode ser no máximo, obviamente, 100%, mas nunca pode ser menos do que 70% ou 65% em função, dependendo das operações, para que ela também tenha viabilidade financeira para poder ser executada e temos a certeza não só que temos casas, mas que as casas depois sejam mantidas e que há equilíbrio financeiro para isso acontecer. Não queremos que as coisas arranquem, fiquem no papel ou fiquem depois no botão e que nunca mais temos casas para as pessoas ocuparem. Nós queremos casas para as pessoas viverem e viverem com dignamente e felizes, de preferência. Aos arrendatários cabe-lhes não só cumprir os contratos, pagar as rendas, responder a inquéritos de satisfação, no sentido de melhorar sempre a qualidade do trabalho que é feito tanto pela Câmara como depois pelos próprios concessionários ao longo do período de exploração destas operações. Habitats sustentáveis, comunidades sustentáveis, casas sustentáveis, falámos muito disso já hoje e vamos no sentido... O que é que está em jogo? A Câmara neste momento tem disponível 15 terrenos de 15 locais em várias zonas da cidade, umas mais centrais e mais históricas, outras mais periféricas, mas tudo em zonas servidas de transportes públicos, perto de escolas, perto de comércio local, que é para criar uma vida comunitária como se quer. Podem ser projetos, como já disse, que vão da escala de um edifício à escala urbana, nomeadamente temos à direita uma imagem de um 3D do Vale de Santo António, como poderá vir a ser um dia. São investimentos para o setor privado que podem variar entre os 10 milhões e os 300 milhões de euros de investimento inicial e são áreas de construção que podem variar entre os 4.000 e os 500.000 metros quadrados
em função da operação. Aqui temos uma ideia mais concreta dos locais e da dimensão das várias operações. Aquela bola gigante é Val de Santo António, estamos a falar de cerca de 3.000 casas em arrendamento acessível, e outras operações de maior e menor dimensão, mas todas elas importam, porque todas elas é que depois vão dar o número das 6.000 habitações, juntando a outras iniciativas de arrendamento acessível promovidas pela Câmara, quer com dinheiros